L'Empire du Japon a occupé presque un hémisphère du globe entre 1942 et 1945. Mais une fois la guerre terminée, qu'est-il arrivé à ces millions de soldats japonais qui gardaient cet immense empire? Vous connaissez la réponse? Sinon, restez pour la découvrir. Et avant de commencer cette vidéo très spéciale, j'ai une autre annonce encore plus spéciale à vous faire. Cela fait vraiment longtemps que vous me le demandez. Un contenu plus structuré que les vidéos qu'on publie de façon plus libre ici sur la chaîne sur YouTube, n'est-ce pas? Et pour apprendre les contenus de manière approfondie afin de t'aider professionnellement ou même dans ta passion pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, j'ai créé l'Académie SDG là-bas à l'Académie. Tu pourras suivre nos cours, être certifié par eux et avoir la garantie que tu vas vraiment progresser dans tes connaissances sur l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale et d'autres conflits. Et notre premier cours est vraiment le plus demandé de tous. Stratégie et tactique sur la carte. Pense comme les généraux de la Seconde Guerre mondiale qui va aborder la campagne européenne et nord-africaine pendant la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Intéressé par la première promotion de l'Académie SDG, cliquez vite sur le lien dans la description. C'est ce jour-là que l'empereur Hirohito a annoncé à la radio japonaise que le pays allait se rendre pour la première fois de son histoire millénaire. Et cette décision, prise là-bas à Tokyo, a littéralement affecté la vie de millions de personnes, qui littéralement aussi étaient dispersées à travers la moitié du monde. Tout un hémisphère, l'hémisphère asiatique et du Pacifique, qui était rempli de possessions japonaises qui n'avaient pas encore été attaquées à ce moment-là. Alors, jetez un coup d'œil à l'immense expansion que les Japonais ont obtenue pour leur empire et qui, en 1945, restait en grande partie entre leurs mains. Il y avait des millions de soldats japonais dispersés à travers la Chine, la Mandchourie, ici en Birmanie, en Indochine française, en Indonésie, etc. Néerlandaises qui s'appelaient alors les Indes orientales néerlandaises et dans toute cette région du Pacifique central. Maintenant, sur une zone de cette taille, ici, je vais te donner une information dont je suis sûr que tu n'avais pas connaissance. Jusqu'au jour de la reddition japonaise, sais-tu combien de prisonniers japonais les Alliés avaient entre les mains? Le grand total était de 38 666 hommes. Pour avoir une petite idée de comparaison, rien que la force expéditionnaire brésilienne, une seule division d'infanterie qui a combattu en Italie, a capturé, au cours de 9 mois de campagne, un total de 20 000 prisonniers. Autrement dit, la force expéditionnaire brésilienne à elle seule a capturé un nombre équivalent à plus de la moitié du total des prisonniers japonais détenus par les Alliés jusqu'à la fin de la guerre. Et pourquoi si peu de prisonniers japonais? Parce que l'acte de se rendre était considéré comme extrêmement déshonorant dans le code militaire japonais. Donc chaque soldat préférait se donner la mort, en emportant idéalement un soldat ennemi avec lui, plutôt que de se rendre à l'ennemi. Mais une fois que le Japon a signé sa reddition, les Alliés se sont retrouvés face à un problème gigantesque. Ils allèrent devoir gérer pas moins de 3,7 millions de soldats japonais stationnés à l'étranger, ainsi que 3,2 millions de civils japonais qui avaient été transportés vers ces territoires au cours des années précédentes. Ils étaient composés de fonctionnaires, de colons, de spécialistes, de techniciens et de nombreuses autres catégories de personnes. Au total, cela représentait 6,9 millions de Japonais qui avaient immédiatement besoin d'être rapatriés. En plus de cela, il y en avait encore d'autres. Des centaines de milliers de colons japonais étaient également dispersés sur ce territoire ici et avaient servi dans des unités de soutien des forces armées japonaises. Bien que l'on sache qu'il est très clair qu'il est nécessaire de rapatrier les soldats japonais, pourquoi le commandement nord-américain devrait-il rapatrier les civils japonais? Eh bien parce que l'objectif du haut commandement allié était de démanteler l'empire japonais ou toute l'influence japonaise dans cet hémisphère asiatique, ici et dans le Pacifique. Les dirigeants craignaient
que si ces personnes restaient dans ces colonies, deux choses pouvaient arriver. La première, c'est qu'ils seraient certainement victimes de représailles. Et divers massacres dans toute cette région pouvaient être attendus dans les mois suivants. Le deuxième facteur, c'est que rapatrier les civils japonais allégerait la charge administrative de tous ces territoires, puisque des biens de première nécessité, comme la nourriture, étaient très rares à cette époque. Et maintenant, nous devons parler de la figure centrale, la plus haute autorité alliée pendant l'occupation japonaise, le général Douglas MacArthur. Et dès ses premiers jours en tant que chef de l'occupation à Tokyo, MacArthur a été confronté à un problème gigantesque. Le gouvernement japonais lui a présenté une situation assez complexe, découlant de ses croyances, de sa doctrine. Être prisonnier de guerre était quelque chose d'extrêmement déshonorant pour le soldat japonais. Alors, le gouvernement a proposé de reclasser ces millions de militaires qui étaient tombés sous le contrôle des Alliés. Ils ne seraient donc pas considérés comme des prisonniers de guerre. Ce serait une sorte de contingent capitulé. Ce n'est qu'un changement sémantique, mais qui serait d'une importance extrême pour éviter un préjudice bien plus grand pour ces hommes une fois qu'ils seraient de retour au Japon. MacArthur aurait pu tout simplement ignorer cette suggestion japonaise, mais il avait un autre problème à gérer qui était directement lié à celui-ci. Le problème était que les soldats américains, leurs familles aux États-Unis et toute la classe politique à Washington lui demandaient seulement des mesures immédiates pour le rapatriement des soldats américains eux-mêmes. Et on en parle peu, mais il y a bien eu de nombreuses grandes manifestations de militaires américains dans toute l'Asie pour être rapatriés le plus rapidement possible, maintenant que la guerre était terminée. De cette façon, dans les derniers mois de 1945, MacArthur a perdu presque immédiatement 6 divisions de fusiliers marins qui ont été rapatriés chez elle. Et il s'est littéralement retrouvé sans effectif humain pour gérer toutes les questions administratives de l'Asie et du Pacifique. C'est alors qu'il a pris une décision. Les militaires japonais ne resteraient pas, ils ne seraient plus des prisonniers de guerre, conformément à la Convention de Genève, et recevraient une nouvelle désignation de personnel japonais capitulé ou personnel japonais capitulé, quelque chose comme contingent japonais capitulé, et dans cette nouvelle catégorisation, les personnels japonais capitulés pourraient être utilisés pour des tâches auxiliaires au profit même du commandement allié. Ainsi, tant le rapatriement des soldats américains que celui des soldats japonais a eu lieu immédiatement après l'annonce de la reddition, en septembre 1945. Et cet effort de rapatriement a utilisé tous les navires disponibles, y compris des navires japonais. Même les navires de guerre de la marine impériale japonaise ont été immédiatement envoyés dans des chantiers navals opérationnels au Japon, où ils ont été complètement désarmés et transformés en navires de transport pour ramener le personnel chez eux. Les Américains ont également affecté à cette tâche leurs Liberty Ships, ces navires de ravitaillement qui ont été construits à un rythme extrêmement rapide pendant la guerre et qui avaient maintenant été rapidement convertis en navires de transport pour les rapatrier. Le manque de personnel américain était si flagrant que beaucoup de ces Liberty Ships étaient même entièrement équipés par des équipages japonais. Imaginez cette situation, un navire transportant des milliers de soldats japonais de retour chez eux avec un équipage entièrement japonais pour les conduire. Cette forte dépendance à la main-d'œuvre japonaise a même influencé la bureaucratie du gouvernement d'occupation allié, au-delà du rapatriement. Elle était extrêmement dépendante des Japonais et cela a fait que l'occupation militaire américaine du Japon est devenue historiquement un processus fluide. Le commandement allié a vraiment fait un effort maximal pour accélérer le processus de rapatriement entre septembre 1945 et décembre 1946. Sur les 6 900 000 Japonais qui se trouvaient à l'étranger à la fin de la guerre, pas moins de 5 millions étaient déjà rentrés chez eux. Mais des centaines de milliers de Japonais ont été retenus à l'étranger par le commandement allié pendant cette période, en particulier ceux qui avaient une certaine compétence technique. Sur cette photo curieuse prise dans les derniers 100 mois de 1945, on voit justement une Jeep britannique traversant un pont où elle est surveillée par un soldat japonais armé. Ce grave manque de main-d'œuvre dans le Pacifique a conduit Britanniques et Américains à fermer les yeux, la justice militaire américaine ignorant totalement ce phénomène.
tout de personnel japonais capitulé. Des milliers de ces soldats japonais étaient utilisés pour effectuer des tâches courantes, comme des travaux, le nettoyage, la maintenance aux Philippines. 80 000 soldats japonais ont été utilisés pour ces tâches jusqu'à la fin de 1946. C'est très intéressant, non? Mais saviez-vous qu'en plus de ces tâches administratives ici, des soldats japonais ont également été employés au combat par les Alliés? Je vais vous raconter la fin de la guerre pour les Japonais. C'était plein de curiosités, n'est-ce pas? Dans ma collection, certains objets ici valent le coup d'œil. Regardez-les. Ce sont des coupes cérémonielles de saké remises comme dispense honorable par les forces armées japonaises. Celui-ci d'ailleurs est même venu avec la boîte d'origine. Regarde comme c'est joli, mec. Regarde le drapeau de l'armée et de la marine. Ici, regarde, commémoratif de la marine, les 3 viennent de la marine, non? Le soldat recevait un petit verre comme celui-ci, de saké, regarde, quand il était libéré du service de manière honorable. Avec la fin de la guerre, le commandant suprême allié pour l'Asie du Sud-Est, l'amiral Lord Lewis. Mountbatten, britannique, oncle du prince Philippe, mari de la reine Élisabeth II, avait lui aussi un gros problème entre les mains. En raison des engagements pris par les puissances alliées en Europe, Mountbatten, en plus de rétablir l'ordre dans les colonies britanniques du Pacifique, devait également administrer les colonies d'autres puissances européennes comme les Pays-Bas et la France. Et justement dans les colonies de l'Indochine française et des Indes orientales néerlandaises, des révolutions nationalistes éclataient et il allait devoir s'en occuper. Et rappelons que les soldats qui défendaient ces territoires jusqu'en 1942 avaient à passer 3 ans en captivité japonaise et étaient maintenant pratiquement réduits à la peau et aux os. Mountbatten avait très peu de troupes à sa disposition pour combattre, pour contenir le chaos qui régnait dans ces territoires. Une révolution nationaliste a éclaté dans les Indes orientales néerlandaises. En août 1945, juste après l'annonce de la reddition japonaise. Dans ce territoire, un contingent de 35 000 soldats japonais s'est rendu, mais qu'un bon pourcentage d'entre eux a été maintenu armés, en uniforme et avec la même organisation et le même corps d'officiers qu'ils avaient pendant la guerre. Cette fois pour contenir des bataillons d'infanterie japonais. Ils ont combattu les révolutionnaires indonésiens à plusieurs reprises, notamment lors de la bataille de Semarang, le 14 octobre 1945. Les Japonais, pratiquement seuls, ont contenu les révolutionnaires dans cette ville d'Indonésie. Et, au bout de 6 jours, ils avaient pratiquement conquis toute la ville. Lorsque des renforts britanniques sont arrivés pour les aider, la dépendance britannique à l'égard des contingents militaires japonais en Indonésie était telle qu'en avril 1946, Mountbatten s'est rendu sur l'île de Sumatra. Et savez-vous ce qu'il a dit? Bien sûr que je savais que nous avions utilisé des troupes japonaises armées pour protéger nos lignes de communication et nos zones vitales. Même ainsi, ce fut un grand choc pour moi de découvrir des milliers de soldats japonais gardant les 15 kilomètres de route, l'aéroport et la ville. Un autre territoire qui a vu une grande implication japonaise dans les combats d'après-guerre était le Vietnam. Sur cette photo très curieuse, ici, vous voyez Ho Chi Minh en 1945, entouré d'officiers américains de l'Office of Strategic Services, le précurseur de la CIA. Ces officiers américains ici aidaient Ho Chi Minh à cette époque, contre les Japonais qui occupaient la colonie du Vietnam. Mais dans l'immédiat après-guerre, le haut commandement allié a permis que la reddition des troupes japonaises dans le nord du Vietnam soit faite par la Chine et, dans le sud du Vietnam, soit faite par l'Angleterre. Et dans cet ordre est contenue la petite graine du processus historique qui allait diviser le Vietnam en 2 nations dans les années suivantes. Lorsque la reddition japonaise a été annoncée, Douglas MacArthur a interdit aux Britanniques d'occuper le Vietnam, qui était une colonie française, jusqu'à ce que les Japonais signent formellement la reddition. Alors cet acte-là, d'environ 3 semaines, a créé un grand vide de pouvoir sur ce territoire. Et les contingents japonais qui se trouvaient dans le nord du Vietnam ont tout simplement ouvert leurs arsenaux à Ho Chi Minh.
Et c'est justement pour cette raison-là qu'est né le groupe armé connu sous le nom de Viet Minh, et c'est peu après que Ho Chi Minh a déclaré l'indépendance du Vietnam. Justement le jour où le gouvernement japonais a signé la reddition formelle dans la baie de Tokyo avec l'indépendance déclarée, il est alors parti occuper les plus grands centres de population du pays, y compris Saigon, là dans le sud du Vietnam. Et quand ils sont finalement arrivés là-bas, les Britanniques, une fois de plus sans effectifs militaires suffisants, ont employé les Japonais pour venir à bout du Viet Minh. La contre-offensive britannique a employé des troupes indiennes et japonaises pour reprendre Saigon. Dans les jours suivants et le 29 octobre, le commandement britannique a formé la Gate Force, une force opérationnelle qui comprenait des unités d'infanterie indiennes, de l'artillerie, des blindés et des bataillons d'infanterie. Les Japonais qui ont affronté le Viet Minh lors de plusieurs combats extrêmement violents ont infligé des centaines de pertes aux révolutionnaires vietnamiens. Et en janvier 1946, Ho Chi Minh a décidé de se retirer de toutes les villes et d'emmener le reste du Viet Minh. Ceux qui restaient devaient se réfugier dans la jungle et attendre que la situation évolue d'une manière ou d'une autre. Après cela, les premiers contingents militaires français ont commencé à arriver, comme vous le voyez sur cette photo, des commandos français étant salués par des soldats japonais. Et ce n'est qu'en mai 1946 que ces soldats japonais au Vietnam ont été rapatriés chez eux. En 1945, il y avait 1,2 million de soldats japonais en Chine. Et au moment de la reddition, ces soldats craignaient beaucoup des représailles chinoises, puisqu'ils étaient en guerre avec le pays depuis plus de 10 ans. Mais le dirigeant chinois Chiang Kai-shek a ordonné à ses soldats de bien traiter les soldats japonais. Pourquoi ? Parce que Chiang Kai-shek voulait avoir un accès immédiat à l'arsenal de l'armée japonaise en Chine. Rappelons que l'armée japonaise en Chine était effectivement victorieuse. Elle avait mené des offensives victorieuses encore au début de 1945, et ils ont maintenu cette situation jusqu'à recevoir l'ordre de capitulation. Un autre objectif de Chiang Kai-shek, en évitant les mauvais traitements envers les soldats japonais, était justement d'empêcher que ces soldats rejoignent les forces communistes de Mao Tse-tung. Étant donné que la guerre civile chinoise avait déjà immédiatement repris dès que le Japon s'était rendu. Et pourtant, même ainsi, un rapport d'avril 1949 indiquait que 60 000 soldats japonais combattaient dans les rangs communistes pendant la guerre civile chinoise. Mais en plus d'éviter les mauvais traitements et d'accélérer le rapatriement de la majorité des troupes japonaises en Chine, Chiang Kai-shek a aussi employé de nombreux hauts officiers japonais comme conseillers militaires. Le plus éminent d'entre eux fut le général Naosuke Tomita, ici représenté sur cette photo avec Chiang Kai-shek et sa direction politique. Déjà à Taïwan, dans les années 60, Naosuke Tomita avait été le chef d'état-major de la 23e armée japonaise en Chine. Mais malgré les années violentes de conflits entre les deux nations, Chiang Kai-shek et Naosuke Tomita ont formé un partenariat très durable. Le général Tomita fut même le dernier commandant des forces terrestres japonaises lors de la dernière phase de la guerre civile chinoise en 1949. Tomita, fondateur du soi-disant groupe blanc de conseil politico-militaire de la Nouvelle République de Taïwan, adopta même un nom chinois, fixa sa résidence à Taïwan et mourut en 1979 à Tokyo pendant ses vacances. Le dernier grand groupe qui mérite d'être mentionné est celui des prisonniers japonais qui envahirent la Mandchourie en août 1945. Au total, 760 000 soldats japonais ont été envoyés dans des camps de prisonniers en Union soviétique, en Ouzbékistan, au Kazakhstan et en Mongolie. Et ceux-ci ont été utilisés comme main-d'œuvre forcée dans divers projets de cette région. Y compris 200 000 prisonniers qui ont travaillé à la duplication du chemin de fer transsibérien, ces prisonniers ont subi un traitement extrêmement inhumain, avec la malnutrition, l'insalubrité, le froid et les maladies. Et les chiffres officiels soviétiques indiquent que 60 000 d'entre eux seraient morts en captivité. Cependant, des études comparatives entre le nombre total de captifs et le nombre total de personnes revenues au Japon indiquent que le nombre de morts en captivité pourrait avoir atteint 350 000.
bien que la situation générale ait été très mauvaise. Les prisonniers de guerre japonais bénéficiaient du fait que leur image n'était pas associée aux divers crimes de guerre commis. Des États, comme c'était le cas pour les prisonniers allemands, alors leur mauvais traitement a été progressivement atténué. Au cours des années suivantes, et entre 1947 et 1948, plus de 350 000 de ces prisonniers étaient déjà rentrés chez eux. Les rapatriements ont continué jusqu'en 1950, lorsqu'il ne restait plus que 3000 soldats en captivité soviétique qui avaient été accusés de crimes de guerre. Et après la mort de Staline, en 1953, diverses amnisties ont permis la libération de ce nombre de prisonniers. Le dernier grand groupe a été libéré le 23 décembre 1956. Après cela, seulement 1025 Japonais sont restés en captivité soviétique, étant libérés en petits groupes, jusqu'à ce que le dernier prisonnier ne soit libéré qu'en 1990. Beaucoup de ces derniers Japonais qui sont restés en Union soviétique ont fini par fonder une famille dans le pays et ont refusé de retourner au Japon une fois qu'ils en ont eu l'occasion. Quant à ces millions de soldats qui sont effectivement rentrés chez eux, ils ont souvent été accueillis avec froideur par leurs compatriotes. Et dans de nombreux cas, les familles de ces soldats ont été complètement prises au dépourvu par leur retour. Étant donné qu'il était d'usage pour le gouvernement impérial de déclarer un soldat mort dès lors qu'il avait été fait prisonnier par les Américains. Encore une fois, cela visait à éviter la honte d'avoir été fait prisonnier pour la propre famille de l'homme. Il y a aussi eu le cas des criminels de guerre, en particulier les criminels de guerre de classe A qui ont été jugés par le tribunal pour crimes de guerre de l'Extrême-Orient. Et parmi les 28 accusés qui ont été jugés dans ce procès, on peut citer en particulier le général Hideki Tojo, ancien ministre de la guerre et premier ministre du Japon. 7 ont été condamnés à mort par pendaison, y compris Tojo lui-même, et 16 autres ont été condamnés à la prison à perpétuité. Parmi ces 16, 3 sont morts en prison et tous les autres ont été graciés. À partir de 1954, d'autres criminels de guerre de classe B et C ont été jugés et condamnés dans d'autres pays d'Asie comme l'Inde, la Chine et les Philippines. Et voici un dernier cas très intéressant qui mérite une vidéo spécifique rien que pour lui. C'est le cas des égarés du Pacifique, qui étaient des soldats ayant poursuivi leur résistance des décennies après la fin de la guerre, entre 1947 et 1974. Pas moins de 127 de ces soldats ont été retrouvés dans différents territoires du Pacifique, certains d'entre eux ayant même été tués lors d'affrontements avec les forces militaires et policières locales. En 1974, 29 ans après la fin de la guerre, les 2 derniers égarés ont été retrouvés au mois de mars. Le lieutenant Hiru Onoda a été retrouvé aux Philippines et au mois de décembre, le soldat Teru Nakamura a été retrouvé en Indonésie. Fait surprenant, Hiru Onoda a émigré au Brésil et est devenu éleveur de bétail dans le Pantanal. Envie d'en savoir plus? Achetez mon livre L'atome comme arme, disponible sur Webclap et Amazon. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis et laissez-nous un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je vais m'arrêter ici et je vous remercie encore une fois de votre fidélité et une grosse accolade de la salle de guerre.